Bonjour et bienvenue à Ciné-Histoire spéciale de Criterion. Cette semaine, on s'attaque au numéro 55 de la collection The Unbearable Lightness of Being, qui est en français en fait l'insoutenable légèreté de l'être, qu'on connaît peut-être mieux comme étant le roman de Milan Kundera. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade? Oui, ça va bien. Écoute, un film long qui... Puis on n'a pas lu le roman non plus, fait que c'était un peu difficile. On est dans une posture plus problématique là, pour faire une comparaison entre les deux. Mais le film en lui-même a quand même plusieurs éléments là, qu'on va essayer de décortiquer, mais... c'est ça, j'ai bien hâte. Puis toi, ça va bien? Oui, ça va toujours bien. Et effectivement, on chemine bon train dans notre parcours, déjà numéro 55. Puis j'appréhende déjà... appréhende, c'est-tu négatif? C'est-tu positif? J'ai l'impression que c'est plus négatif, c'est comme un stress. Ouais. Dans ce cas-là, j'ai bien hâte à la deuxième moitié de cette dizaine-là, qui va avoir quelques films intéressants, un peu plus des thrillers, des trucs comme ça. J'ai bien hâte. Mais aujourd'hui, on parle plutôt d'un drame érotique, historique, plusieurs choses. En fait, il est très de son temps. Voilà, un film de Philip Kaufman, qu'on connaît peut-être mieux comme étant le scénariste d'Indiana Jones. Il a fait aussi le film The Right Stuff, donc un réalisateur américain quand même bien connu. Un film américain, évidemment, de 1988, de 172 minutes, on l'a mentionné, presque 3 heures. Un film en couleur 1.85.1, ce qui est assez standard pour l'époque et tout. Et c'est ça. Il y a une belle fiche technique. Bon, je l'ai mentionné évidemment, Philip Kaufman, mais produit par Saul Zaentz. Je sais pas comment le dire, pour être bien honnête. Le scénario est de Kaufman, mais également de Jean-Claude Carrière, qu'on a bien connu en fait comme étant le scénariste de Luis Buñuel, réalisateur français, évidemment basé sur le roman de Milan Kundera. La direction photo est de Sven Nykvist, qui va d'ailleurs être nommé à un Oscar, tout comme les scénaristes du film. Le montage en fait est assuré par Walter Murch. On pourrait y revenir un peu sur son travail. Les costumes sont de Anne Roth. Et les décors de Pierre Guffroy. Je pense qu'on l'a déjà vu en quelque part. Pierre Guffroy, ça me dit vraiment quelque chose. Mais bon, c'est sans surprise que ça me dit pas grand chose pour l'instant. Je peux y aller. Non, je l'ai déjà, mais en tout cas, Valmont peut-être. Non, probablement. Peut-être, mais c'est pas pour ça qu'on on aurait dû faire nos recherches avant. Mais Alphaville, voilà, peut-être. Ah bon, c'est ça. Moi, ça me dit rien. Toi, ça te dit tout parce que. Voilà. Le film, c'est ça, a été nommé à 2 Oscars, mais en vedette Daniel Day-Lewis, un acteur que j'apprécie particulièrement, on l'a pas vu jusqu'à présent, je pense, dans la collection, mais nous, on l'a vu dans d'autres films de la collection, notamment My Beautiful Laundrette, qui était bien, mais toi, tu n'avais pas aimé. Non, mais c'est... On va le voir dans Room with a View aussi, puis dans The Age of Innocence, si je ne m'abuse. Donc, plein de bons films. Il y a également Juliette Binoche, qui en était à son premier rôle en anglais, tout comme Lena Olin. Voilà, puis ils sont tous deux très efficaces. Puis sinon, il y a plusieurs acteurs qu'on connaît plus ou moins. Mais tu dis pas qu'on revoit Juliette Binoche dans Trois couleurs. On la revoit. Oui, effectivement. On le dit pour Daniel Day-Lewis, puis on le dit pas pour Juliette. J'avoue que je sais pas, mais c'est sûr qu'elle revient, mais j'avoue que vite comme ça, je sais pas trop. Mais il y a Stellan Skarsgård qu'on revoit, un tout petit rôle, mais on l'a vu il y a pas si longtemps. Après Insomnia, 47, 48, récent, là. Numéro 47, je pense. Voilà. L'insoutenable légèreté de l'être, The Unbearable Lightness of Being. Rapidement, mettons à chaud, qu'est-ce que t'en as pensé? On va pouvoir revenir sur plusieurs éléments. Ouais, en fait, c'est ça. J'avais aucune attente de ce film-là comme du roman, en fait, là, parce que je sais pas de quoi ça parle, l'insoutenable légèreté de l'être. J'ai toujours vu ça parce que c'est tellement mythique comme roman. J'ai toujours vu ça, en fait, d'abord et avant tout, pas nécessairement comme de la fiction, mais plus comme un ouvrage de référence. D'alchimiste, ou quelque chose comme ça. Non, pas nécessairement. Juste comme plus un quasiment métaphysique ou comme non, mais
pas de la fiction. Je voyais ça comme un ouvrage de référence, en fait, qui parlait de médecine ou qui parlait de... Pas ça, hein, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble quasiment à un essai, là. C'était ouais, très philosophique. Mais je m'attendais pas à... D'abord, je m'attendais pas à de la fiction. De deux, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit quasiment un roman érotique, puis tout ça. Donc, ceci étant dit, j'avais pas vraiment d'attente pour le film non plus. J'étais quand même surprise que ça fasse partie de la collection. Bon, on oublie ça, on rentre dedans. C'est bien. C'est quand même un film qui est divisé à peu près en 2 parties bien distinctes, là, qui sont peut-être coupées par l'invasion, justement. Fait que t'as la première partie où c'est plus un triangle amoureux. Ben, triangle amoureux, c'est vite dit, là. C'est une chimie particulière amoureuse à 3. Donc, c'est pas nécessairement un triangle, mais une chimie particulière, on va le dire comme ça. Puis, c'est quand même... C'est le fun, c'est léger, justement. Puis, c'est pas, justement, on s'attendrait peut-être à ce qu'il y ait des crises de jalousie lourdes ou que... Puis elles sont là, mais pas au même titre qu'on pourrait s'attendre. Puis il y a comme pas cette espèce de prévisibilité-là, de l'enchaînement des événements, puis tout ça. Puis ça, c'est bien quand même. C'était super le fun, la première partie. Après, Invasion, puis là, on passe à la deuxième partie où rien ne va plus dans la thématique, dans la relation là, entre les trois. Il y a 3 parties, mais en fait, vas-y. Parce que oui, il y a la première partie. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas parlé du film. On n'a pas dit c'était quoi l'histoire ou rien. Ouais. On pourra le faire dans quelques instants, mais ça, il y a vraiment 3 parties parce que ça se situe pas mal autour de l'invasion russe soviétique de la Tchécoslovaquie, mais bon, de Prague essentiellement. Mais il y a une partie au début avant cet événement-là. Suite à l'événement, là, ils s'en vont en Suisse. Puis ils reviennent dans un 3e temps, en fait, dans un dernier temps. Donc c'est un peu séparé en 3, mais juste avant qu'on continue, je vais peut-être juste parler vite de quoi ça parle, parce que ça joue... en fait, c'est l'histoire de Daniel Day-Lewis, qui Tomasz, oui, exactement, qui est un médecin, un chirurgien, qui est, c'est ça, une espèce de bachelor, un célibataire endurci. Ça pourrait faire penser à Dead Ringer un petit peu, là. Je trouve qu'il y a quand même des rapprochements entre la façon dont on présente le personnage masculin, là. Mais il n'y a pas de jumeaux dans ce film-là. Les deux se ressemblent quand même, là, Jeremy Irons et Daniel Day-Lewis, mais donc c'est ça, il est célibataire endurci, mais qui tombe amoureux justement de Juliette Binoche, là, c'est je sais pas si c'est tombe amoureux, c'est vite Teresa, dit, là, Teresa, ouais. En fait, elle lui demande, parce que elle le suit et je pense qu'elle est comme complètement hypnotisée par lui la première fois qu'ils se rencontrent dans une auberge où elle travaille pendant qu'il était parti faire une opération. Après ça, elle le suit, elle quitte sa job, essaye de se trouver quelque chose à Prague, dans le fond, puis l'impose un petit peu, s'impose dans sa vie, reste là, puis non, mais je pense pas qu'il est vraiment in love au début, en tout cas, puis tu sais, elle arrive là, puis elle se pose pas trop de questions, puis c'est pas très clair non plus, elle est vraiment gênée, elle est vraiment particulière comme personnage. On dirait qu'elle a un certain handicap ou peut-être beaucoup de pudeur, ou tu sais, c'est pas facile là, tout le temps, puis elle lui demande, dans le fond, s'il veut se marier. Puis finalement, il se marie. Puis lui, il a pas l'air de trop s'en faire avec ça, mais il continue quand même de coucher avec leur amie, dans le fond, Sabina, qui est jouée par Lena Olin, justement. Puis Teresa le sait. Qui est la seule qui comprend vraiment, on dirait, Tomasz. Donc, mais en même temps, elle voudrait qu'il s'investisse plus aussi dans leur relation. Elle est quand même un peu jalouse la première fois qu'il dit que l'autre dort chez eux, parce qu'il y a comme une règle que les filles dorment jamais là, puis ça, puis elle arrive de nulle part d'une autre ville, puis elle reste là sans qu'il se soit vraiment mis compte qu'on se fait là, dans le fond, sans qu'il ait protesté. Fait que c'est un peu la dynamique, puis c'est ça, on pourrait s'attendre à ce que Teresa pète des coches vraiment de jalousie, ce qui est pas vraiment... oui, mais pas... comme on pourrait s'y attendre, comme elle fait plus halluciner, qui fait des choses, elle a des cauchemars, qui se passent des affaires, puis il s'en passe pour vrai aussi, mais elle le sait, puis elle vit avec, puis
puis elle est comme... Ouais, c'est bizarre. C'est particulier, parce que ça y fait mal aussi, tu sais, elle dit, à un moment donné, elle pleure, elle dit qu'elle sait qu'il fait d'autres choses, qu'elle voudrait quasiment préparer les filles pour lui, juste pour faire partie de sa vie encore plus, mais ça la déchire en dedans, là, de penser à des affaires de même, sauf qu'elle propose quand même. En tout cas, c'est un peu particulier, mais bon, la première partie, c'est un peu ça, là, leur chimie à trois, dans le fond, parce que les deux filles vont devenir quand même vraiment amies, puis il y a pas je dirais pas amis, mais c'est bizarre. Moi je trouve qu'il y a quand même une belle complicité entre les deux. C'est comme deux côtés qui plaisent à Tomaj, qui sont complètement différentes là. C'est une prude puis une plus expérimentée, aventureuse, qui aime vraiment son corps, qui est dans la vanité extrême aussi parce qu'il y a des miroirs partout chez eux, mais elle a le corps pour là, on s'entend. Puis c'est une dynamique particulière, mais le fun quand même, tu sais, la première partie. Après, il y a l'invasion, où là, on est dans une espèce d'alternance de vraies photos d'archives, plans en noir et blanc, c'est tout un peu différent. Puis après, ben là, c'est un peu n'importe quoi. Tu sais, ce qui se passe après ça, là, c'est ça. Ben, ils s'en vont, c'est ça, ils fuient la Tchécoslovaquie pour aller en Suisse, parce qu'évidemment, en tant que médecin, il peut pas mal aller pratiquer où il veut, mais pas nécessairement par hasard, mais en tout cas, il retrouve Sabina qui est là-bas, justement, en Suisse. Il y a d'autres aventures qui se passent à ce moment-là, puis il décide de retourner, le couple, en fait, décide de retourner à Prague, éventuellement. C'est surtout Teresa, en fait, qui fuit tout seul vers Prague, et puis Sabina, elle va aux États-Unis. Mais elle fuit parce qu'elle s'est fait dire par un de leurs amis qui a l'air évêque, là, ou je sais pas quoi. Parce qu'elle a une aventure, elle aussi, puis elle s'est fait dire... mais après, elle veut s'en aller... Non, mais en fait, c'est qu'elle apprend que je crois qu'il y a eu une aventure, c'est ça, entre Sabina puis Tomaj à Genève. Puis c'est là qu'elle décide de quitter parce qu'elle se sent perdue là-bas. Puis là, Tomaj va la rejoindre éventuellement. Là, mais ça, c'est plus tard, ces trucs-là. Mais bon, c'est pas important non plus qu'on en parle ici. Mais ce qui est important peut-être qu'on parle, parce que c'est adapté d'un roman assez classique, assez culte. Mais... On l'a pas lu, ok? On l'a pas lu, le roman, mais partout où on lit des textes sur le film, ça dit que ça rend pas vraiment hommage au roman de Milan Kundera. On l'a pas lu, on sait pas. Donc, mais moi, je me souviens de t'avoir passé le commentaire quand on l'a écouté, justement, de... j'aimerais ça lire le roman pour comprendre comment les motivations, comment les personnages pensent, parce que le film ne rend pas ça vraiment si facile. Puis il faut dire aussi que L'insoutenable légèreté de l'être, c'est un roman qui a longtemps été considéré comme unfilmable. Il y en a quand même quelques-uns, là, notamment je pense à Fondation d'Isaac Asimov, là, qui est comme un chef-d'œuvre de la science-fiction, mais qui est très... parce que tu peux pas t'attacher à aucun des personnages, parce qu'après 3 chapitres, ils sont morts, puis on est 1000 ans après, donc c'est vraiment particulier. Pourtant, il va y avoir une série HBO, je pense, ou en tout cas, je sais pas, Amazon, l'année prochaine. Mais ici aussi, puis Le Seigneur des Anneaux aussi a été longtemps considéré comme infilmable parce que c'est trop épique, tu sais, en tout cas. Trop à grand déploiement, mais celui-là, c'est un livre... C'est un livre qui allie, en fait, sexualité, politique et philosophie. C'est pas moi qui ai dit ça, je l'ai lu en quelque part, là, mais c'est facile au cinéma de parler de sexe et de politique, mais l'aspect philosophique, c'est quand même plus difficile à transposer à l'écrit. J'imagine que si on essayait de faire l'alchimiste, justement, ça serait à peu près aussi difficile. Puis c'est ça, c'est parce qu'en fait, là, on parle du roman comme si on l'avait lu, mais parce que il est apparemment vraiment philosophique, puis il y a beaucoup de moments ou de chapitres qui se passent dans une espèce de conversation ou de présenter des faits philosophiques, puis des réflexions. Mais c'est ça, puis que c'est difficile à rendre, dans le fond, en images, sauf, on lisait, là, sauf si on faisait une conversation entre experts, ou puis ils en font dans le film quand même. Tu sais, ils parlent de Oedipe, puis du complexe d'Oedipe, puis de l'histoire vraie que... l'histoire du mythe, en fait, que quand il s'est crevé les yeux, il se sentait coupable, puis tout ça, puis il a fui, puis nanana, puis... Mais j'ai l'impression qu'il y en avait vraiment beaucoup d'autres, puis qu'on s'est concentré sur quelques-uns, parce que des moments comme ça, il y en a quand même pas mal.
Notamment quand il dit quand Thomas dit à pas Teresa, Sabina. Que il aurait pu avoir 2 vies distinctes, puis dans une vie mettre Teresa à la porte, dans l'autre continuer à vivre avec elle, puis savoir quelle avenue était la meilleure, mais il pouvait pas, puis tout ça. Fait que j'imagine que le roman en a plein, parce qu'on est capable de les percevoir quand même. C'est des moments qui sont poétiques, puis on se faisait la réflexion en regardant justement le film que on est quasiment, c'était peut-être pas pour ce film-là qu'on fait cette réflexion-là, mais qu'on est dans une espèce de quasiment un Tarkovsky, ou comme, tu sais, c'est lent pis tout ça, mais il se passe des choses, mais pas tant. Mais c'est vraiment comme puis c'est un bon point que t'amenais, que ça serait le fun d'avoir les motivations des personnages puis comment ils se sentent, parce qu'on le voit. Puis je trouve la meilleure scène pour ça, que j'aurais vraiment aimé plonger dedans à fond, c'est quand les 2 femmes se font un photoshoot nues, puis que Teresa se met à brailler sa vie en arrière de la caméra, puis Sabina le sent, mais ils se disent rien, puis ça dure comme, puis là c'est quasiment érotique à 2, là, tu sais, c'est puis on n'a jamais accès à ce qu'ils pensent, on est capable de deviner certaines choses, mais en même temps ils ont des réactions vraiment weird depuis le début du film, puis ils vivent avec des faits qui sont comme difficiles de temps en temps, fait qu'au final on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans leur esprit à ce moment-là, vraiment. Mais la plupart des personnes qui ont lu le livre, c'est ça, disent que ça capture pas bien l'essence ou l'esprit du roman. J'ai pas de difficulté à le croire. Par contre, au cinéma, c'est pas rare qu'on fait qu'on dévie un peu là, du matériel de base. On s'en sert, c'est ça, comme des bases, puis on fait un peu qu'est-ce qu'on veut avec, parce que le cinéma, c'est aussi une autre forme d'expression. Donc, oui, c'est peut-être bien. Puis, tu sais, pour Ciné-Histoire, on compte éventuellement se lancer dans la comparaison entre roman et film. Et puis, celui-là serait quand même assez intéressant à faire, parce que c'est ça... J'ai l'impression que le livre nous incite un peu à réfléchir, mais pas le film. Le film, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment grand-chose sur lesquels réfléchir. Puis tu sais, c'est un film très lent qui, en théorie, pousse l'auditoire à réfléchir un peu, comme un Tarkovsky le ferait, mettons, mais ou un Kominsky, par exemple, qui nous pousse à réfléchir sur certains éléments. Mais ici, pas vraiment, je trouve, parce qu'on est plus dans la contemplation visuel, mais il y a rien qui se passe, alors que dans le roman, je suis sûr là, qu'il y a des questionnements qui se passent auprès du lecteur. Donc ça, je trouve que ça, effectivement, ils l'ont avoué, là, qu'ils ont il aurait pu le faire en voix off. Ça aurait été... Mais ils ont dit qu'ils ont délaissé effectivement cet aspect philosophique-là, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais pour un livre dont c'est le point fort, c'est un peu passé à côté de la traque un petit peu. Mais il y a ça, mais il y a également aussi le fait que dans le roman, à ma compréhension, c'est pas l'histoire est pas chronologique. Là, on l'a remis de façon chronologique, mais dans les faits, c'est pas comme ça. Puis apparemment que ça change pas grand-chose, ça décomplexifie un petit peu l'histoire, ou en tout cas ça la rend plus cohérente, mais on n'a pas lu le livre, donc on peut pas le savoir, mais le fait que Kaufman et Carrière aient été nominés, c'est ça, pour le meilleur scénario, c'est quand même pas rien, puis j'imagine qu'ils ont fait du bon travail. On reviendra peut-être quand on le réécoutera après avoir... Mais nominé, c'est gagné, en fait. Non, le film n'a rien gagné, n'a pas gagné nommé à 2 Oscars? Ouais. Donc, j'ai confondu, désolé. Mais, donc, c'est ça. Pour l'adaptation, c'est quand même, c'est ça, du bon travail, j'ai l'impression, mais c'est très, très, très dur de juger. Mais si le film nous incite à réfléchir à quelque chose, c'est un peu peut-être sur l'érotisme ou... en tout cas... Non, pas nécessairement à réfléchir, mais à démontrer. Je pensais que ça allait être au début comme une espèce de 50 Shades of Grey ou quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Mais non, mais pas aussi... plus... À la limite, je m'attendais genre à Valmont ou à quelque chose, puis je trouve que ça y ressemble. Ouais. Ça rentre dans le même... Puis tu sais, des récits érotiques, c'était quand même assez populaire dans les années 80, puis même début 90. 9 semaines et demie, notamment, les deux. Valmont aussi. Eyes Wide Shut, 90, mais... non, 99, mais... Eyes Wide Shut? Ouais. 99, mais c'est quel... genre, je pense à un...
il me vient plus en tête, malheureusement. Là. Ah, ben Basic Instinct, ça, par exemple, 92. Basic Instinct, oui, mais en même temps, c'est genre des meurtres puis des enquêtes. Ouais, mais c'est très ben oui, 90. Je sais pas que je te crois pas, mais... Ouais, mais c'est ça, c'est l'année de la mort de Kubrick, en fait. Donc, il est mort en 2000. Je sais pas pourquoi je pensais que... Je sais pas. Il y a aussi Barry Lyndon, un autre film de Kubrick qui traite de la sexualité. Donc, c'est très de son temps, j'ai l'impression, de ces récits érotiques-là. Je pourrais pas exactement vous expliquer pourquoi. Ils sont comme 20 ans en retard sur le Québec. Ouais, c'est ça. Non, ben ça, c'était des films d'exploitation, là, mais tu sais, même The Age of Innocence, j'imagine... Ben non, je m'embarquerai pas là-dedans, je l'ai pas vu. C'est correct. Mais, donc, voilà, c'est très de son temps, mais c'est pas pornographique. Nécessairement, tu sais, chaque scène de nudité est quand même bien justifiée, puis on cherche pas à pas surreprésenter, mais montrer le corps des femmes ou tu sais non, mais on sent quand même un espèce de plaisir malsain de Thomas quand il regarde, parce que en fait sa phrase là, puis je comprends pas comment il réussit, puis même ses collègues comprennent pas non plus. Ouais, mais tu sais c'est qu'il va dire à toutes les femmes qu'il veut voir nues, finalement, take off your clothes, puis ça marche comme instantanément, même si on le sent que les filles ont de la réticence, puis là on parle pas de Sabina parce que c'est une habituée, mais les deux autres, parce que dans le fond il va avoir une autre aventure aussi plus tard dans le film avec une autre femme, puis c'est ça, on sent qu'il y a comme une petite réticence de la part des femmes, mais elles le font toutes sans trop se poser de questions, puis je pense qu'elles aiment ça aussi, la femme avec qui il y a une aventure pendant qu'il lave des carreaux de fenêtre, parce qu'éventuellement il se fait radier, puis il lave des carreaux de fenêtre pour vivre, puis il y a une femme qui l'interrompt pendant qu'il fait son travail pour qu'il rentre, parce qu'elle savait qu'il était médecin, puis tout ça, puis au final elle voulait juste coucher avec parce qu'elle avait absolument aucun problème, mais c'est comment elle s'assoit, parce que elle se dénude, puis elle s'assoit sur une chaise, les jambes complètement écartées, dos à lui, mais c'est beau comme moment, puis elle est super cambrée, puis elle est... elle a mal dans le dos. Ouais, c'est ça. Puis juste ici, en haut du collarbone. Ben, pas collarbone, parce que c'est dans le cou, mais de la... Ben, c'est ça, exactement, mais... C'est vraiment beau, c'est vraiment comme réfléchi, j'ai l'impression, puis c'est à la limite une pause qui est suggestive, oui, mais qui est vraiment comme elle joue là-dedans, puis elle a du fun à le faire malgré qu'elle est comme un peu captive, tu sais, c'est vraiment une dynamique, il y a comme un magnétisme sur les femmes qui est difficile à comprendre, là. Non, moi je non. Moi, ça serait un de mes men crush, probablement, là. Ben, ça dépend à quelle époque, là, parce que là, il semblait vraiment à Jay Baruchel, beaucoup, mais c'est ça, plus vieux aussi, là, je trouve ça... Mais plus vieux, oui, là, mais là, non, je suis pas d'accord. Mais, non, c'est ça, mais il y a pas de scènes qui sont gratuites, mais... c'est quand même un récit érotique, donc attendez-vous à voir beaucoup de nudité également. Mais il y a des scènes magnifiques aussi, tu sais, on fait pas juste présenter de la nudité, c'est pas le meilleur, ben c'est pas le film le plus... je sais pas comment le dire, là, j'ai pas de vocabulaire aujourd'hui, le plus beau que j'ai vu, là, le récit érotique, par exemple... c'est quoi donc? Ben, ouais, non, c'est pas érotique. Bon, mais à quoi tu pensais? Call Me By Your Name, mais c'est pas érotique. Non. Mais en tout cas, ça a un certain cachet. Là, il y a quand même des scènes assez intéressantes, notamment avec des miroirs, beaucoup de jeux de caméra avec des miroirs, mais c'est ça, c'est pas pornographique, mais c'est très de son temps, même si j'ai pas vu beaucoup de films érotiques des années 80. Mais justement, parlons-en de cette photographie-là, parce que oui, il y a beaucoup de scènes avec des miroirs, notamment Sabina, parce qu'elle a fait de l'art avec ceux-ci. Mais c'est ça, il y a ça, il y a... d'ailleurs, c'est ça, on l'a mentionné, mais le directeur photo a été nommé à un Oscar, mais il y a, ça aussi tu l'as mentionné, un mélange entre des images d'archives aussi et des images tournées pour le film concernant l'invasion soviétique à Prague. Donc c'est très bien fait aussi, c'est une scène en noir et blanc. J'ai pas trop compris, ben j'ai compris parce que les images d'archives sont en noir et blanc, donc t'as pas le choix de faire le reste du film en noir et blanc, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Au début je me disais, parce que c'est quelque chose, une période à laquelle on n'est pas vraiment très familière, familière, peu importe. Je sais pas si, c'est nous autres, c'est familier. Donc mais c'est ça, tu sais, je savais pas trop si les Tchèques allaient réussir à repousser les Soviétiques ou non. Je me doute avec mon histoire, mes connaissances en histoire, là, que la Tchécoslovaquie est restée sous l'emprise soviétique quand même un bon moment, mais je me disais c'est peut-être un parallèle entre parce que les scènes russes
où on voit des Russes sont souvent en noir et blanc, alors que celles où on voit des Tchèques sont souvent en couleur. Je me disais, c'est peut-être justement la modernité, puis la tradition, quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est juste un melting pot d'images en couleur, d'archives en couleur, puis en noir et blanc. Mais c'est quand même bien imbriqué dans le récit. Apparemment que ça prend quand même une place assez importante dans le roman. Ici, pas tant, on dirait. Là, on dirait que ça fait comme un changement de ton. Puis après ça, on retourne au ton qu'on avait. Mais en tout cas, ça explique ce qui se passe dans plusieurs des situations qui se passent par après. Mais ça amène rien au récit. Puis c'est ça, le film a comme, de par sa durée, mais de par son contexte aussi, je trouve que ça a ça donne l'impression d'un film épique, mais qui en est pas vraiment un. Il dure 3 heures, évidemment, donc tu t'attends à ce qu'il se passe plusieurs affaires. Finalement, c'est un récit assez intime, assez pas de grande ampleur nécessairement, donc qui nécessite pas vraiment un 3 heures. À moins de... En tout cas, je sais pas, j'ai pas lu le livre. Mais, tu sais, dans les années 80, surtout 80-90 aussi, tu sais, on avait tendance, puis moi je m'ennuie de cette époque-là, où on avait tendance à faire des gros films, tu sais, La couleur pourpre, tu sais, à faire... je sais pas, là, d'autres films, mettons Hour's End, ou des gros films épiques de 3 heures, là, qui ont comme tout un feel sépia, puis qui c'est quelque chose qui était très, très couru à l'époque, puis ça en fait partie, mais c'est ça, outre le moment de la révolution à Prague, il se passe pas grand chose d'épique. À la limite, c'est pas les raisins de la colère, là, mais c'est une histoire... Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que je me passais à cette réflexion-là, justement, quand on regardait, parce que, c'est ça, on le dit là, depuis le début, il se passe pas grand-chose dans le film, puis en même temps, il dure 3 heures aussi. J'ai l'impression que ça aurait pu être coupé beaucoup, mais on dit déjà, on chiale déjà que ça ressemble pas vraiment, ou que c'est pas capable de transmettre ce que le roman essaie de passer. Je pense que ça aurait été pire, mais on n'a pas l'impression que tout est nécessaire vraiment, sauf que je pensais justement au raisin de la colère parce que c'est un peu la même chose là, on suit des gens vivre dans le fond, puis on n'a pas d'événements, il y a pas tu sais, ils vont s'installer en campagne, ils achètent un chien, tu sais, c'est pas il se passe rien dans ce film là au final, puis je pense que puis on a trouvé aussi là, je brûle un peu les ponts là, mais la fin du film qui est vraiment abrupte, puis dans le roman ça aurait été le fun de voir comment c'est plus amené, parce que c'est sûr qu'il y a plus de contexte que celle-là. On vous la brûlera pas le punch, mais ça se termine. Mon Dieu, là les trois sont... Ben, il y a le couple puis Sabina est ailleurs. Là. On devine aux États-Unis, mais c'est comme pas précisé vraiment. Mais plus en Europe. En tout cas, ça, on le sait. Puis elle reçoit une lettre dans le fond, puis là il y a comme d'autres affaires qui se passent, mais ça finit comme il y a rien qui nous a amené ça. J'ai l'impression que le film il aurait pu durer 4h30, puis ça aurait été mieux amené comme c'est le livre là, mais on dirait que même dans le livre il s'est demandé comment est-ce qu'on finit ça, puis on finit ça de même. C'est la façon un peu paresseuse de finir une histoire où il se passe rien là, mais puis au final c'est la scène qui monte, c'est la seule fois du film aussi où le montage est pas qui est pas chronologique, puis c'est correct là, de l'avoir fait comme ça. Mais on se posait la question, t'es comme est-ce que c'est vraiment arrivé, est-ce qu'on est dans un mensonge, est-ce qu'elle a reçu une lettre qui est pas bonne, est-ce que ils veulent comme se débarrasser d'elle dans le fond pour leur couple malgré qu'ils se voient plus de toute façon, tu sais, il y a plein de choses qui sont pas super claires, puis la fin du film nous laisse pas d'interprétation. Ça va où est-ce que ça veut aller, mais c'est mal fait. Je trouve, en tout cas, c'est comme pas le fun. C'est un peu flat, ça tombe à plat, puis c'est sûr que tu peux pas tu peux réécrire le roman, là, surtout si tu comptes pas t'en inspirer tant que ça, mais c'est ça. On dirait que ça avait le feel justement d'un livre d'un roman qui gagne le prix Nobel. Je suis en train de lire 100 ans de solitude de Garcia Marquez, puis c'est long, puis c'est ça, je sais pas, je suis pas un fan de ces livres-là. Je les lis pareil, par exemple, parce que je trouve que c'est important au niveau culturel, mais c'est ça, Les raisins de la colère, c'est pas mal l'image que je m'en faisais, puis c'est juste... Il y a beaucoup de films Criterion qui sont comme ça aussi, là. Par exemple, Mon oncle Antoine, c'est juste essayer d'encapsuler un moment
une tranche dans l'histoire qui est quand même importante, mais tu sais, de l'appliquer, là, c'est évidemment la tentative d'insurrection des Tchèques, mais tu sais, c'est ça, c'est ces romans-là qui tentent d'encapsuler un moment qui dans 10 ans n'existera plus, puis tu sais, qui a du crédit, mais que je crois qu'il est mieux de rester au niveau du roman qui est du cinéma, parce que c'est ça, au niveau cinématographique, tu sais, là au moins il y a comme des jeux de caméra, il y a autre chose aussi, mais essayer de transposer ça à l'écran, c'est pas cinématographique, je trouve, comme histoire. C'est un long récit où il se passe rien, surtout quand ça dure 3 heures. Puis je l'ai aimé le film, là. C'est pas que je l'ai pas aimé, mais c'est ça, c'est pas cinématographique comme film, c'est pas excitant, c'est pas puis c'est pas nécessairement très beau non plus, tu sais, on faisait des rapprochements peut-être entre Terrence Malick puis ce projet-là où au moins ça a le crédit, mais c'est ça, beau, hein? Exactement, puis là on n'est pas en présence d'une cinématographie chaude puis le fun puis poétique, puis c'est de la campagne puis des marches à Prague. Tu sais, c'est juste... le film a été tourné à Lyon, d'ailleurs, parce que, évidemment, à l'époque, en 88, l'Union soviétique n'était pas tombée encore. Ça ne saurait tarder, mais... donc, on pouvait pas, évidemment, tourner à Prague. D'ailleurs, Miloš Forman aussi était celui qui était comme pressenti pour le réaliser, mais étant tchèque, il voulait pas se mettre du monde à dos nécessairement, donc... c'est un bon point, parce qu'on a déjà vu que ça pouvait faire en sorte que les films sont interdits de... Ah, des fois, on sait jamais, mais d'ailleurs, je pense que le film a été interdit en Russie pendant une bonne période de temps. Puis après ça, c'est des visionnements clandestins là, qui ont été faits. Mais non, c'est ça, c'est un film qui a beaucoup de crédit, mais qui ça m'étonne que ça existe, en fait, ce film-là. Je sais pas pourquoi. Non, mais dans le sens où c'est pas tant cinématographique, c'est assez osé, donc c'est pour un public très restreint. C'est un film de 3 heures. Puis tu sais, c'est des gens quand même. Bon, Juliette Binoche était moins connue qu'aujourd'hui, Lena Olin aussi, Daniel Day-Lewis commençait aussi sa carrière, donc, mais il avait quand même fait autre chose. Philip Kaufman, lui, était quand même bien établi, donc tu sais, ça m'étonne que ça existe, au sens où je comprends pas, peut-être qu'on a voulu bâtir sur la popularité de ce récit-là universel, mettons, mais je connais pas personne qui a vu ça. Pour être honnête, je connais même pas personne qui connaît l'existence de ce film-là. Puis malgré que Criterion, là aujourd'hui il est out of print, je reviendrai sur les bonus vers la fin de l'émission, mais il est out of print. Puis ça m'étonne pas parce que je sais pas qui. Tu sais, on est sur des sites de Criterion aussi, puis je vois pas personne. Le post n'a pas eu beaucoup de réactions non plus. Puis, tu sais, c'est ça, je connais. Personne n'en parle de ce film-là, puis c'est un bien ou un mal, là. Des fois, ça peut être une perle rare, puis je suis content de l'avoir vu parce que, c'est ça, il y a quand même du crédit, il y a quand même une belle histoire autour du roman, puis du film, mais. C'est ça, on dirait que ça m'étonne, tu sais, que ça a été fait. Tu sais, ça n'a pas été fait dans le même objectif que 9 semaines et demie, qui était là, tu sais, c'est un film pas pour mais qui était pas bon non plus, là. On l'a regardé, il y a un bout là, quand même, mais c'était pas... le public, là, c'était comme, tu sais, c'est un peu le même public que 50 Shades of Grey ou des trucs comme ça, puis ce film-là, ce l'est pas, là, c'est pas pour ce public-là. Fait que c'est vraiment... Mais c'est parce que la sexualité dans le film est bien présente, mais quand même assez diffuse dans tout le reste de ce qu'on veut faire passer pour une relation amoureuse cute puis poétique, alors que moi, je trouve pas que c'est particulièrement attachant. Là. Tout est en demi-ton. Ça, la relation est pas assez belle ou assez intéressante pour qu'on soit vraiment investi. Les scènes les lignes sont pas assez poétiques non plus. Tu sais, j'aurais aimé ça qui pousse à fond là-dedans parce que j'aurais adhéré au moins, mais il y a comme des beaux moments où on en a plein puis d'autres où on casse tout ça, fait qu'il y a pas justement d'entre-deux là-dedans. On aurait dû aller à fond, effectivement, parce que tu sais là, pendant mettons le tiers du film, il y a l'aspect politique qui est quand même plus présent. Mais ça aussi, on dirait que c'est pas... au final, oui, il y a la scène avec les images d'archives qui est intéressante. Après ça, tu as les répercussions, parce que Thomas a écrit un article, un livre qui... sur Édipe, justement, là, il faisait un rapprochement entre les Russes, justement. Ouais, c'est ça. Fait que, le régime communiste, en fait. Puis
c'est ça, là, évidemment, on lui demande de se rétracter, puis c'est sous peine de perdre sa licence, puis des trucs comme ça, ce qu'il va faire, mais ce qu'il ne fera pas. Je l'ai dit tantôt, là, il perd sa job. mais tu sais, l'aspect politique, je trouve qu'il est très de surface. Ouais. Fait que tant qu'à faire, ça aurait été bien qu'il soit même, à la limite, très peu abordé, un peu comme dans Goodbye Lenin, ou comme dans... je sais pas quoi d'autre là. Mais comme tout, à mon avis, dans le film est de surface, tu sais, on plonge dans rien, puis même tu le disais en le regardant que Daniel Day-Lewis, son personnage, on n'a pas vraiment accès à rien non plus, tu sais, on le voit très en surface, puis les filles sont vraiment plus abordées. Dans le fond, on comprend, même si on le sait pas, parce que c'est pas dit, tu sais, on comprend, mais Daniel Day-Lewis, on n'a pas grand-chose de tangible pour savoir ce qui se passe, puis c'est ça. Puis fait que... ça disait aussi que dans le roman, l'action se passait sous différents points de vue. Là, on dit qu'on a coupé aussi un personnage pratiquement au complet, là, qui est Franz, qui est comme l'amant de Sabina. Mais on le voit ça, il y a des points de vue différents, mais moi j'avais vraiment l'impression que le film tournait autour de Daniel Day-Lewis, puis après la première heure, on dirait qu'on le perd un peu de vue. Avant de le retrouver vers la fin, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est ça, j'aimerais ça qu'on termine peut-être en parlant des interprétations, parce que Daniel Day-Lewis, je suis habitué qu'il se donne corps et âme dans ses rôles. Dans Gangs of New York, il était excellent. Dans There Will Be Blood, qu'on n'a pas vu, mais j'ai vu plusieurs extraits. Mais je confonds tout le temps les deux, là. Il a joué dans Le Dernier des Mohicans, il a joué dans Lincoln, il a joué dans plein d'affaires, puis il a un charisme, mais je trouve que le film capitalise pas assez sur ce charisme-là. Oui, tu sais, on le construit bien comme, c'est ça, le bad boy, le Don Quichotte, ou peu importe, mais c'est ça, il disparaît complètement. Don Juan, j'imagine. Don Quichotte. Ah ouais, Don Juan. C'est ça. Ouais, puis c'est ça, mais je trouve qu'il est vraiment sous-utilisé, malgré... surtout... parce que c'était l'acteur le plus connu de la distribution aussi à l'époque. Cela étant dit, Juliette Binoche est quand même assez bonne. Au début, c'est bizarre un peu. Là, mais c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis pas vraiment non plus. Elle a pas plus d'assurance quand elle est avec. Elle est encore gênée. Pas des réactions bizarres. Là, comme tu sais, au début, là... Je me suis c'est parce qu'il y a la clé de chambre numéro 6, puis elle dit que c'est don étrange parce que son chiffre finit à 6 heures, puis vous trouvez pas que c'est drôle, puis tu sais, il y a comme plein de moments, mais quand elle se frappe la tête, c'est parce qu'elle vient de faire un cauchemar, puis mais quand elle va à son appartement aussi, là, puis qu'elle réagit bizarre, tu sais, il saute dessus complètement, pas trop mais on le voit qu'il y avait un gros magnétisme sur elle, là. Tu sais, elle perd ses moyens carrément avec lui, mais moi ça m'a pas plus dérangé que ça. Par contre, la performance de Lena Olin a souligné la meilleure des trois, je trouve, qui joue super bien cette petite espèce de femme hyper assurée, là, mais qui veut quand même autre chose, mais qui l'a jamais, mais qui se le fait donner et le refuse. Tu sais, c'est toujours entre deux, en fait, totalement libérée, puis elle le sait, là, puis même, tu sais, à la fin du film, elle porte des jeans, puis on est quand même toujours, 70 peut-être, 69, là. 70, Mais, puis c'est une artiste, puis tu sais, c'est ça, elle a son petit chapeau qu'on voit sur la pochette, peut-être, je sais pas c'est quoi la pochette Criterion, qui fait penser quasiment à un personnage Columbo, là, l'espèce de femme fatale des années 90, là. 90, oui, mais dans le fond, parce que c'est 88, là, mais bon, on se comprend, parce que ça aussi, c'est une chose que j'avais remarqué dans le visionnement. On n'a pas nécessairement l'impression que c'est en 68, 69, à part à cause du raid, là, dans le fond. Des années 80. Mais il y a pas rien qui est campé dans leur style vestimentaire, dans les appartements, il y a rien là qui nous fait savoir qu'on est hors de tout doute dans les années 60. Là. C'est une autre chose qui m'a fait regretter de pas avoir lu le roman, en fait, parce que c'est ça. La temporalité est bizarre. Des fois, t'as l'impression que ça fait une journée quand ça fait une semaine ou un mois. Puis en tout cas, t'as de la misère. Au final, selon ce que j'ai vu, ça dure 1 an. Moi, à ma conception, je pensais que ça durait plus longtemps que ça. Ouais, moi aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment particulier. Donc, allez lire le livre. Puis si le livre vous intéresse, allez regardez le film. On est bien parti, mais écoute, je vais te couper ça. Donc, toi, combien tu donnerais à ce film-là au final? Pendant les 2/3 du film, je m'attendais à y donner 7 sur 10, mais la fin, même si elle est meilleure que la deuxième partie, en fait, la troisième partie, je trouve qu'elle est meilleure que la deuxième, mais il m'a laissé sur ma faim, et ça a vraiment fini sec,
puis j'attendais toujours quelque chose de plus qui est jamais venu, donc je vais y mettre un 6 sur 10. J'ai vraiment aimé ça, puis c'est toi qui passais la remarque que le film dure 3 heures, mais il a passé vite quand même. Ce qui est totalement vrai, puis c'est quand même un exploit notable. Mais malgré ses longueurs là, qu'on n'arrête pas de, de mentionner. C'est un bon film que je sais pas quand je vais re-regarder à nouveau, si je le re-regarde. Donc, regarde en tout cas. À nouveau. Donc voilà, pour moi ça va être un 6, mais pas loin d'un 7. J'ai vraiment pas détesté mon expérience. Il y a des films auxquels j'ai mis 6 que j'ai vraiment moins aimé que celui-là. Mais c'est ça. Je réécouterai probablement jamais ce film-là. Et toi? Écoute, je vais y aller pas totalement dans le même sens que toi, parce que c'est vrai, je l'ai dit, ça passait vite. On s'est pas ennuyé malgré les longues longueurs dont on n'arrête pas de parler depuis tantôt, mais le film passe vite quand même, même si ça a du sens. Par contre, j'hésitais en fait moi à lui mettre un 5 ou un 6 parce que au final, il y a rien qui nous accroche tant que ça, sauf que je me dis au début, j'aimais vraiment ça, j'étais plus dedans, après j'ai été un peu plus déçue plus ça avançait, puis ça finit bizarre, mais il y a quand même des choses qui m'ont plu beaucoup. Fait que je peux pas lui mettre un 7, ça c'est sûr, mais je vais lui laisser un 6 qui va être un bon au final parce que justement, je pense qu'il est pas dépourvu de qualité, même si un peu comme toi là, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il existe, puis c'est quoi le but. Peut-être que si on lit éventuellement le roman, on va pouvoir avoir une autre opinion, je l'espère. En tout cas, peut-être qu'éventuellement, ça sera une analyse comparative à laquelle on s'adonnera pour Ciné-Histoire, parce qu'on prévoit faire ça bientôt. Ouais. Mais... c'est ça, je vais y aller avec un 6, ce qui est correct, mais je me rends compte qu'on en a parlé beaucoup. mais c'est correct, c'est pour ça qu'on est là. Je terminerai avec le très peu de bonus, j'ai oublié de le faire en début d'émission, mais les bonus Criterion, en fait, je l'ai dit, l'édition Criterion est out of print, mais il y a évidemment un transfert qui a été fait, adapté aux télévisions widescreen. Il y a également des commentaires audio par le réalisateur Philippe Kaufman, le co-scénariste Jean-Claude Carrière, le monteur Walter Murch et l'actrice Lena Olin. Nous, on n'a pas trouvé l'édition Criterion, on l'a loué à la bibliothèque, mais il y avait quand même des commentaires. On les a pas écoutés parce que là, écouter 2 fois un film de 3 heures qu'on trouve un peu long, c'était pas dans nos plans. Mais apparemment qu'ils sont très intéressants, surtout au niveau du montage. Donc écoutez ça si ça vous intéresse. Puis c'est tout. Il y a vraiment très peu de bonus. J'ai l'impression que c'est un peu comme... pas nécessairement comme Robocop, là, mais c'est un film peut-être là, qui... parce que Criterion, pour renflouer les coffres, c'est ça donnait à acheter des films quand même... pas grand public, là, mais tu sais, des films sur lesquels ils investissent un peu moins dans les bonus, mais plus pour être le seul distributeur. Puis là, ils ont perdu les droits. Donc, le film a été refait, c'est ça, en 2006. Puis c'est l'édition qu'on a revue, mais qu'on a vue. Mais c'est ça, il n'y a pas de bonus. Donc, vraiment pas fantastique au niveau de l'édition Criterion, c'est dommage, mais que voulez-vous, hein? C'est le seul roman, la seule adaptation et probablement la seule qui aura de ce roman de Milan Kundera. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, pourquoi pas tentez votre écoute. Donc voilà, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule spéciale sur Criterion. Qui se portera, celle-là, sur un autre Hitchcock, en fait, qui va être le deuxième de la collection, le premier dans le numéro 3, je pense, 3 ou 4. Ouais. Donc 39 Steps qu'on possède en édition Criterion, en Criterion, je pense, exactement. Donc on va pouvoir plonger à fond dans les bonus. Fait que Hitchcock, c'est toujours le fun. Fait que on a bien hâte à la prochaine fois pour le numéro 56. Bon, merci beaucoup, puis on se retrouve à la prochaine capsule. Salut!